Ce matin, c'était opération corps vidé. Alors je suis là depuis 3 heures, j'en ai tué 25, je suis bien content. J'ai passé un très bon moment. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, l'idée c'est pas de parler que de moi et à chaque fois j'essaye de trouver les personnes compétentes. J'ai enfin trouvé la personne qu'il me faut pour bien expliquer toute la chasse au corps vidé. Voilà, ça arrivera bientôt. En attendant, j'ai vu que Marius mangeait du corbeau. Et je vous avoue que j'ai jamais essayé. Alors l'aspect comme ça donne pas tellement envie. Mais faut pas mourir idiot et puis je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Si on se dit qu'on mange pas de corbeau parce que le corbeau est omnivore et mange tout, bah moi je veux bien, mais dans ces cas-là on mange pas de cochon, on mange pas de sanglier. Donc c'est quelque chose que je voulais essayer. Là j'ai un jeune et on le voit parce que l'intérieur du bec est rose. Donc ça, c'est à favoriser pour manger. Je vais récupérer ces trois-là qui me semblent les plus jeunes. Comme on sait que les jeunes seront bien meilleurs, autant prendre les jeunes. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 jeunes. Ça non. Ça non. Ah, l'idée c'est d'essayer de trouver quelque chose de bon. Et je vais prendre celui-là. Voilà. J'en prends 5. Et le reste, je les mangerai pas. Alors ce matin, pas de corneille, que du corbeau. J'ai sélectionné 5 jeunes. Allez, cette fois c'est parti, je vous emmène en cuisine. Pour cuisiner le corbeau, il faut déjà passer la barrière visuelle, parce que même si la beauté, c'est quelque chose de subjectif, on s'entendra pour dire que c'est quand même bien moins sympa qu'une bécasse, qu'une perdrix ou qu'un faisan. Donc, on passe la barrière visuelle. 2, il y a énormément de mythes autour du corbeau, et en fonction des cultures, on n'a pas les mêmes. Dans la mythologie nordique, par exemple, 2 corbeaux, Hugin et Munin, accompagnent le dieu Odin. Ces corbeaux ont pour rôle de voyager à travers le monde et de rapporter des informations à leur maître. Hugin représente la pensée, tandis que Munin représente la mémoire. C'est un lien très fort entre le corbeau et la sagesse. Cet aspect très symbolique du corbeau comme messager divin, il est également observé dans d'autres traditions nordiques et germaniques. En revanche, dans la culture chrétienne, et je pense que c'est aussi la raison de sa détestation pour nous, il est souvent associé au péché, à la mort et à la malchance. L'image du corbeau comme oiseau de mauvais augure est particulièrement renforcée avec le poème d'Edgar Allan Poe, The Raven, où le corbeau est symbole de tristesse, de perte et de désespoir. En Amérique du Nord, c'est complètement différent. Le corbeau est une figure importante des peuples autochtones. Et dans la mythologie de plusieurs tribus, le corbeau est aussi vu comme un personnage ambigu qui peut à la fois créer et détruire. Sur la côte pacifique, le corbeau est plutôt vu comme le créateur du monde. C'est un être capable de transformer la réalité et d'influencer l'ordre cosmique. Il est à la fois le porteur de lumière et celui qui façonne le monde à sa façon. Un petit peu à la manière d'un dieu créateur. Chez d'autres tribus, le corbeau est une figure de transformation et on le considère parfois comme un être espiègle qui cause des perturbations mais qui en même temps est responsable du renouvellement de la nature et des saisons. Alors bien évidemment, toutes ces histoires de corbeaux sont souvent des récits éducatifs transmettant des valeurs culturelles importantes et la relation complexe entre l'humain et la nature. En Asie, maintenant, c'est un petit peu différent. Le corbeau est également un symbole riche et diversifié. Dans la mythologie chinoise, le corbeau est associé au soleil. Selon une légende, un corbeau à 3 pattes vivait dans le soleil et était responsable de l'équilibre cosmique. Les 3 pattes du corbeau symbolisent l'harmonie entre les 3 aspects du monde, le ciel, la terre et l'humanité. En Corée et au Japon, le corbeau est également un symbole de chance et de protection divine. On en arrive maintenant à la culture celtique. Eux ont vu le corbeau comme un animal lié à la guerre et à la prophétie. Ils croyaient que les corbeaux guidaient les âmes des guerriers morts vers l'au-delà et étaient également les symboles de la déesse, de la sagesse et de la magie. Les corbeaux étaient donc perçus comme des créateurs puissants, capables de percevoir l'avenir et relier les mondes spirituels et matériels. Vous l'aurez compris, à travers toutes ces légendes ou tous ces mythes, même s'il faut bien faire une distinction entre légende et mythe, il y a un rapport très direct entre le corbeau et la mort et le corbeau et la chance. Et très clairement, à travers les âges et les régions, le corbeau reste un symbole puissant. Un lien entre le monde des vivants et celui de la mort, entre le mystère et la réalité. Bien maintenant, d'une façon très classique, je vais récupérer ma viande, donc lever mes filets de corbeau. Alors on a une viande rouge. Ça sent pas mauvais.
Visuellement, ça ressemble à du pigeon. On a même le canard qui est aussi rouge comme ça. Hein. On se pose aussi beaucoup de questions sur ce qu'on a envie de manger parce qu'on est des enfants gâtés. Hein. Je pense que en temps de guerre, même si je ne souhaite pas une guerre, on se poserait un petit peu moins de questions. J'ai récupéré aussi du lard gras que je vais incorporer parce que là, on va avoir quelque chose de très sec. Donc, je vais rajouter du gras qui va pouvoir permettre de fixer le goût et de rendre le truc un petit peu meilleur, je pense. Voilà, et maintenant, tout ça au hachoir. Au niveau du hachoir, je vais le passer 2 fois. D'abord avec une grille moyenne, parce que là, il n'y a pas besoin de prendre tout de suite une grosse grille. Et ensuite avec une grille beaucoup plus fine. Là, je veux quelque chose de très très fin. Donc, 2 fois au hachoir. Et faisant qui rappelle. Je vais même pas le repasser à la grille plus fine, j'ai quelque chose de suffisamment fin. Donc ça me va comme ça. Je vais maintenant passer à la cuisson. Vous avez compris, ici on est sur une recette complètement non conventionnelle. C'est quelque chose que j'ai réfléchi et essayé d'imaginer. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. J'ai mis de l'huile d'olive, j'ai ajouté mon mélange de viande. Je vais maintenant le laisser pas doré, mais le laisser cuire tranquillement. Ensuite, j'ajouterai un bouillon de volaille avec de l'eau et je laisserai réduire entièrement. Et à la fin, je rajouterai du crémeux à la truffe. Je vous montrerai ça. Bien, ça a bien réduit. Il me reste un peu de jus. Je vais maintenant ajouter ceci. Donc ça, c'est un brie truffé. En fait, je fais ça régulièrement. Normalement, pour faire des ravioles simples, sans corbeau. Donc ce que je fais, c'est que je le sépare et je viens récupérer la crème de truffe qui est au milieu et je garde le reste. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je récupère toute la crème au milieu, tous les petits morceaux de truffe. Et je vais garder le reste pour faire une bonne sauce pour venir napper le tout. Donc ça va venir fondre et parfumer complètement mon ensemble. Donc là, j'y vais doucement. Le but, c'est de faire évaporer un maximum d'eau, même s'il ne faut pas trop en faire évaporer non plus pour pas que les ravioles deviennent trop sèches. Mais si elles sont trop humides, elles ne se tiendront pas. Donc voilà, c'est un bon équilibre à trouver. Je vais donc maintenant arrêter la cuisson et laisser redescendre ça en température. Parce que pour l'intégrer dans les ravioles, il faut que ce soit bien froid. Alors, j'ai encore pas goûté. C'est quelque chose que je fais jamais. Normalement, ne pas goûter. J'avais envie d'attendre, mais je vais goûter quand même. Croyez-moi ou pas, c'est extra. Allez, maintenant, je laisse redescendre en température. Et je vais aller faire la pâte à ravioles tout de suite. Bien, j'ai maintenant ma pâte à ravioles qui est prête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ajouter les 2 morceaux de... C'est pas de la croûte, c'est du brie. Je vais ajouter ça à ma crème tranquillement pendant que je confectionne les ravioles. Alors les ravioles, c'est la partie la plus délicate, évidemment. Voilà, là ma farce a bien refroidi. Et voilà. Bien, j'ai maintenant mon eau frémissante. Je vais plonger mes ravioles. Ça va un peu trop fort. Et je vais les laisser cuire. Alors ça cuit très très vite. La farce est cuite à l'intérieur, c'est juste la pâte qui doit cuire. Je vais laisser encore un tout petit peu et dès que ce sera cuit, je vais récupérer mes ravioles, les mettre dans ma poêle, les refaire chauffer avec la crème et ce sera prêt. Donc là, je les récupère.
Je vais accélérer un peu pour bien faire fondre le fromage et la crème. Voilà. Pour nos ravioles de corbeau à la crème de truffe. Hop là. Il faut quand même que je vous montre à quoi ça ressemble. Évidemment, ici, ce qui nous intéresse, c'est le goût. Bah, c'est comme tout quand c'est bien fait. Même le corbeau, c'est très bon.